préserver, mais bien entendu, il faut qu'il y ait des conditions liées à cela. C'est-à-dire, est-ce que les gens recherchent de manière active un emploi? Le fait qu'il y a plus d'emplois détruits que d'emplois créés ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des emplois. Ça n'existe pas, non. Parce que si vous dites non, je ne vais pas chercher d'emploi, bien, parce qu'il n'y en a pas d'emploi, ça ne va pas. Ce n'est pas le cas. Et dans les pays où la durée des prestations et de chômage est plus courte, ou encore les allocations versées au titre du chômage est plutôt faible, eh bien là, effectivement, il faut justement faire attention à ce genre de choses parce que ces prolongations devraient être effectivement préservées au début de la relance jusqu'à ce que le bassin des chômeurs à long terme finisse en fait par se contracter. Et ceci peut se faire, bien entendu, grâce à d'autres mesures, c'est-à-dire faire en sorte que les gens ne deviennent pas dépendants de ces prestations, ne deviennent pas allocataires dépendants, qu'effectivement on sache, on puisse savoir qu'il y a recherche active d'emploi. Mais il faut quand même aussi bien faire en sorte que les programmes sociaux existent bien pour que cela ne nuise pas aux familles qui risquent sinon de sombrer dans la pauvreté. Alors, il est important de comprendre que si on veut réagir de manière efficace à l'augmentation en matière de besoins sociaux, il est essentiel d'avoir des programmes de protection sociale. Stratégie d'activation. Ce qu'on entend par activation, c'est services publics qui viennent aider les chômeurs afin que ceux-ci puissent effectivement aller à la recherche d'emploi, doivent jouer un rôle très important pour accélérer justement la réintégration dans la population active, enfin dans le monde du travail, des demandeurs d'emploi. Mais bien entendu, il faut que cela soit adapté à l'étape de la relance où on se trouve. Il faut aussi comprendre qu'on a affaire à un bassin assez important de chômeurs. Il faut investir plus aussi au niveau de la formation dans le cadre d'une stratégie de réemploi efficace. Il y a un programme sur les qualifications qui vient tout juste d'être lancé. Il y a un autre programme qui s'appelle le PIAC. D'autres programmes qui portent sur la formation professionnelle. Ce sont là tous des programmes importants, mais ils deviennent maintenant essentiels, surtout lorsqu'il s'agit d'aider les personnes soit à garder leur emploi ou d'en trouver un autre. Parce que peut-être que sans une formation complémentaire, ces personnes-là se seraient trouvées dans une position vulnérable et auraient pu perdre l'emploi, par exemple. Donc il faut faire en sorte aussi qu'on songe dans ce contexte-là à des règlements en matière de marché du travail, une certaine souplesse, si vous voulez, à ce niveau-là. Bon, ça donne l'impression d'être un paradoxe pratiquement, mais ça ne l'est pas. Parce que si vous avez un très haut niveau de protection, au niveau de la législation qui concerne l'emploi, bon, de manière générale, on souhaite protéger les travailleurs et travailleuses, on veut ce qu'il y a de mieux pour eux. Mais le problème, c'est qu'ensuite, ils restent bien protégés, bien cantonnés, mais ça devient très onéreux, coûteux, pour embaucher, mais aussi pour licencier. Et ensuite, on répugne à licencier parce que, bon, ensuite, on ne veut pas se retrouver dans une situation où il faut se battre. Alors, il se passe quoi à ce moment-là, s'il y a trop de rigidité? Eh bien, tout simplement, on n'embauche pas, on ne recrute pas. Et à plus forte raison dans le cadre d'une relance. Vous attendez le temps qu'il faut attendre, mais vous attendez. Alors, par exemple, si on prend le cas de l'Espagne, où il y a effectivement une proposition de modification au niveau de leur règlement de travail, c'est de cela qu'il s'agit. Ils sont confrontés à cela parce qu'ils disent, bon, ça ne sert à rien d'avoir un groupe de travailleurs très protégés, hautement protégés, et un autre groupe qui vit de CDD en CDD, qui n'a aucune protection. Il faut avoir un seul contrat. Tout le monde a accès à un niveau de protection minimum, mais il y a aussi un minimum de souplesse qui ne va pas nuire à ce moment-là à l'embauche, au recrutement. Parce que le problème, il est là, lorsque le niveau de protection est trop élevé dans le cadre de législation qui porte sur l'emploi. C'est pas qu'on veuille porter atteinte aux droits des travailleurs, c'est que dans le temps, à cause des négociations, ou des circonstances, ou quoi que ce soit, si c'est trop prononcé, il y a discrimination, surtout à l'endroit des jeunes, parce que ces derniers ne peuvent pas pénétrer, si vous voulez, le marché du travail.
Donc, il faudrait effectivement songer à tout ça, rééquilibrer toutes ces donnes. Il faut faire en sorte aussi qu'il y ait des filets de sécurité dignes de ce nom et il faut effectivement travailler sur les programmes de réactivation. C'est là un avant-goût, une petite idée de ce que vous allez trouver dans le texte Perspective Emploi 2010. Il y a une section très intéressante aussi s'agissant de l'incidence des politiques et des établissements au niveau de la mobilité des travailleuses. C'est là quelque chose d'important. Une autre section qui porte sur les avantages du travail à temps partiel, comme le plafond d'accès au plein emploi. Donc, on ne peut pas dire que l'emploi à court terme, c'est une caractéristique permanente. C'est plutôt, si vous voulez, une passerelle, une façon de donner accès, si vous voulez, au marché plus à long terme. La question de la mobilité est très importante aussi. Ceci renoue avec les questions de migration, de vieillissement de la population, pour ne citer que ces aspects-là. Donc, l'enjeu est de taille. Et si nous n'agissons pas rapidement, si nous ne faisons pas preuve d'innovation en matière des politiques d'emploi appliquées, à créer, il est fort possible qu'on se retrouve avec toute une génération de jeunes adultes qui seront très frustrés. Beaucoup risquent d'être condamnés à un chômage à long terme. Eh bien, ici, le CDE, nous sommes prêts à travailler là-dessus et nous comptons sur votre soutien pour diffuser ces propositions, ces mesures, pour que, effectivement, l'opinion publique, mais les décideurs puissent être mis au parfum. Et John Martin, directeur de la direction emploi et questions sociales, voudra peut-être faire quelques remarques supplémentaires et puis ensuite on sera à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Thank you very much. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Oui, je voulais simplement souligner un certain nombre de questions. D'abord, les données les plus récentes sur le marché de l'emploi laissent penser que le taux de chômage dans les pays de l'OCDE restait très stable, aux alentours de 8,75% depuis 6 mois. Par conséquent, sauf si on se trouve face à une récession en W, en quelque sorte, on est arrivé à un pic du taux de chômage vers le troisième trimestre de l'année dernière, c'est-à-dire un peu moins de 9%. Il faut remarquer également que donc vous avez cette moyenne de 8,75%, c'est le taux actuel de chômage CDE, et cette moyenne masque des écarts considérables entre les pays de CDE, de l'ordre de 3 à 4% en Corée, aux Pays-Bas et en Norvège, jusqu'à un maximum de 20% en Espagne. Donc il faut remarquer que cet large éventail de taux de chômage dans les pays de l'OCDE au cours de cette crise a été beaucoup plus large qu'au cours des récessions passées. Je voudrais intervenir je crois qu'il est important de dire ceci à propos de ces chiffres. Donc il s'agit grosso modo d'un taux de chômage de 10%. On est assez proche de ça aux États-Unis et en Europe. Mais l'idée que nous sommes arrivés à un pic, qu'on a passé un cap, c'est important. Ça peut avoir des conséquences très grandes. Mais quand vous parlez à des niveaux très faibles et très élevés, je pense qu'il faudrait laisser de côté ces valeurs excentriques, en quelque sorte, pour bien comprendre ce qui se passe sur le marché de l'emploi. Au Japon, par exemple, on a commencé avec un taux de 2 ou 3%. C'est comme ça que se présente le marché de l'emploi au Japon. On est arrivé à un taux élevé de 5 ou 6%. Et ça permet de faire baisser la moyenne. Et on a l'impression que les choses vont pas si mal que ça. Mais en réalité, au Japon, le taux de chômage a toujours été très faible, comme en Corée. En Espagne, on avait un taux de chômage de 9% avant la crise. Et l'Espagne connaissait un taux de croissance de 1,5 point de plus que l'Union européenne pendant 12 ou 13 années, avec un taux de chômage de 9%. Donc ces marchés ont quelque chose de tout à fait particulier, le marché de l'emploi, le marché du travail. Il est évident que le taux de chômage de 20% que l'on constate aujourd'hui en Espagne, ça a une autre signification quand on a commencé à 9%. C'est énorme, c'est même le double, et on voit quelles sont les conséquences du problème.
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas simplement dire que l'Espagne a des résultats 2 fois moins bons que le reste ou le Japon 2 fois meilleur, parce qu'en fait, c'est 2 fois plus qu'avant la crise au Japon. Donc, c'est important d'avoir à l'esprit les points de départ qui sont présentés dans le document. Dans le cas du Japon, on est commencé à 3,8%, on est maintenant à 5,2%. Bon, 40% d'augmentation. Dans le cas de l'Espagne, on est commencé à 8,8, on est aujourd'hui à 19,9, donc c'est une augmentation considérable. Mais l'Irlande, 4,8 jusqu'à 13,3, c'est presque 200% d'augmentation. Bref, je ne veux pas trop taper sur l'Irlande, ça fait du mal à M. Martin. Quoi qu'il en soit, ce sont des chiffres qui frappent à la une des journaux, mais qui, en soi, ne disent pas grand-chose. Si on prend les chiffres excentriques, extrêmes, on n'a pas une idée claire des choses. Oui, je voudrais ajouter qu'il est important de dire quelques mots sur ceux qui ont été le plus durement touchés par la crise du marché de l'emploi et la montée du chômage. Quelque chose de nouveau, quelque chose d'ancien, comme on dit dans la chanson anglaise. Ce qui est ancien, c'est les schémas habituels, c'est-à-dire les jeunes, les travailleurs faiblement qualifiés et les travailleurs temporaires qui ont souffert le plus avec les immigrants. Mais il y a en revanche aussi des différences par rapport à la situation passée. C'est-à-dire que les travailleurs masculins ont beaucoup plus souffert que les femmes cette fois-ci. Et les travailleurs qui ont des qualifications moyennes ont également subi des pertes d'emploi très importantes pendant cette crise. Enfin, ce qui est intéressant et ce qui est également encourageant, c'est que l'emploi des seniors s'est bien tenu et a même légèrement augmenté pendant la crise. Ça, c'est une bonne nouvelle pour des gens comme moi, Monsieur le secrétaire général. Mais c'est une rupture par rapport aux tendances passées. Il est intéressant de le souligner, surtout à une époque où, dans nos nombreux pays, on essaie de réformer les pensions et où l'on dit si on réforme les retraites et si les personnes travaillent plus longtemps, est-ce qu'il y aura de l'emploi pour elles? Donc ça, c'est encourageant. La dernière chose que je voudrais dire, c'est répéter ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que le gros risque actuellement, c'est la très forte augmentation du chômage de longue durée que l'on constate dans de nombreux pays. Parce que le risque, c'est que l'on se retrouve dans la même situation que dans les années 80 ou début 90 dans les pays européens. On était sorti de la récession, mais avec une forte augmentation du chômage structurel. Et ça, c'est un gros risque. Il est intéressant de remarquer que cette fois-ci, l'économie américaine court également ce risque. En effet, par le passé, l'économie des États-Unis avait été épargnée du problème du chômage à long terme, chômage de longue durée, qui se transformait en chômage structurel. À peu près la moitié des chômeurs aux États-Unis, c'est-à-dire avec un taux de 9,5% actuellement, qui sont au chômage depuis plus de 6 mois. Et plus de 25% sont au chômage depuis plus d'un an. Donc ce sont les proportions les plus élevées que les États-Unis aient connues depuis la guerre, de proportion de chômeurs de longue durée dans ces catégories-là. Donc ça, c'est un sujet de préoccupation majeure. Oui, j'ajoute qu'il n'y a jamais eu autant de prolongation des programmes de prestations de chômage aux États-Unis. Parce que ce qui s'est passé cette fois-ci, la question de cette crise-là, c'est que les États ont prolongé le versement des prestations de chômage. Et la semaine dernière, encore, le président Obama a proposé un autre train de mesure de 120 milliards pour que l'on prolonge
les prestations de chômage. Ce train de mesure n'est pas encore adopté, n'a encore été adopté par le